Nous avons Tarek qui est avec nous en ligne. Bonjour Tarek, est-ce que vous nous entendez bien? Merci. Merci beaucoup. En fait, tout d'abord, je me présente. Je suis Tarek Nechna, je suis le coordinateur du partenariat pour le gouvernement ouvert en Afrique et au Moyen-Orient. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et vous féliciter pour la qualité des thématiques et de votre engagement en tant que communauté panafricaine. Et là, cette séance aujourd'hui, j'aimerais interagir sur le débat de cet après-midi et de ce matin sur un peu les risques du digital. On a effectivement discuté du problème de fermeture de l'espace civique, la liberté d'expression qui reste limitée. Il y a aussi le problème de la surveillance digitale qui devient de plus en plus généralisée. Il y a les risques liés à l'abus de la technologie. On a parlé du rôle du gouvernement, mais il ne faut pas négliger vraiment le rôle de l'industrie technologique. Ces acteurs privés aujourd'hui qui sont puissants, mais ils ne sont pas vraiment présents dans notre réflexion de gouvernance digitale. À titre d'exemple, les réseaux sociaux qui créent cette polarisation au sein de notre communauté, ce qui pousse à la tension, même parfois à la violence sociétale, mais aujourd'hui, qui est redevable pour cette polarisation? Aujourd'hui, on s'adresse au gouvernement, mais on tend à oublier le rôle de, par exemple, Facebook. À l'OGP, cette année 2021, on a lancé un appel à l'action pour une gouvernance digitale inclusive, pour un peu maximiser le potentiel des technologies digitales, pour avancer dans la démocratie et la promotion de l'innovation, mais aussi pour inclure les communautés exclues tout en continuant à ouvrir les données publiques. Maintenant, là, un peu la réflexion qui se pose, c'est quelle action doit-on entreprendre en tant que société civile? Et il y a un peu deux chantiers parallèles. Il y a le chantier de continuer à promouvoir la transformation et l'innovation digitale inclusive, d'un côté, et de l'autre côté, il y a le chantier de protéger contre les abus du digital. Et là, j'aimerais bien partager quatre pistes de réflexion. Une première piste, c'est l'inclusion digitale. Comment rendre l'engagement digital des citoyens plus inclusif? Les statistiques à l'échelle africaine, mais aussi internationale, montrent qu'il y a plus d'hommes que de femmes connectés en ligne. Et c'est surtout le jeune urbain qui est connecté. Le monde rural reste exclu. Il faut penser aux problèmes d'accessibilité, des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'affordabilité, de prix. Et là, j'aimerais partager quelques expériences pour s'engager dans ce défi d'inclusion. Le Sénégal, à titre d'exemple, s'est engagé dans le plan d'action de l'OGP à adopter une loi d'accès à l'information. Et c'est une opportunité pour la société civile sénégalaise pour plaidoyer pour une loi qui permet aux journalistes, aux chercheurs, aux citoyens des informations et des données sans contrainte. Au Sierra Leone, il y a toute une poussée pour la publication des données agrégées par genre pour mieux comprendre la situation de la femme et pour mieux mettre en place des meilleures politiques du genre. Une deuxième réflexion peut être sur l'open data. Comme vous savez, les informations du gouvernement doivent être publiées proactivement en format ouvert pour permettre et l'accès et l'usage et la réutilisation et l'interopérabilité de ces données. Là, dans notre région, le Maroc et la Tunisie, dans le plan d'action de l'OGP, se sont engagés récemment à promouvoir la publication et la réutilisation des données ouvertes. Aujourd'hui, dans ce contexte de la pandémie, plusieurs pays se sont engagés à publier les données sur la santé, en fait, pour inviter les citoyens et les chercheurs et la société civile pour participer à la conception des politiques publiques aux alentours de la pandémie. Une troisième piste d'action peut être de pousser la transformation digitale dans les chantiers de la transparence et de la participation. On a un bel exemple qui parvient de Nigeria, où en 2015, dans la province de Kaduna, une mission d'audit a reporté que le budget pour construire un hôpital a été dépensé, mais en fait, rien n'a été construit. Là, la société civile s'est mobilisée et ils ont lancé une plateforme digitale qui s'appelle Eyes and Ears de Kaduna, les yeux et les oreilles de Kaduna, qui permet aux citoyens de faire le suivi et l'évaluation des différents chantiers.
Ce qui est en fait extraordinaire dans ce chantier, c'est 2 années plus tard, 250 hôpitaux ont été construits avec succès. Et là, c'est un record dans l'histoire de la Nigeria. On a d'autres exemples. En Ukraine, le gouvernement a lancé une plateforme digitale pour permettre le suivi de bout en bout de toutes les dépenses publiques. À Madrid, en Espagne, les citoyens peuvent aujourd'hui soumettre des idées et interagir avec l'administration. Je m'arrête là, je dis la quatrième piste de réflexion et qui est à mon avis la plus importante dans notre contexte, c'est la protection de l'espace civique. Vous savez, en Afrique, on parle déjà du concept de l'autoritarisme digital. Dernièrement, un rapport de Freedom House a trouvé qu'il y a un déclin mesurable des libertés publiques en Afrique et une explosion dramatique de l'usage de la désinformation digitale. Et là, ce qui a été exacerbé avec le Covid-19, avec l'abus des gouvernements, avec les nouveaux pouvoirs de surveillance et d'arrestation. Selon Civicus, 14 des 15 pays membres de l'OGP en Afrique ont réprimé ou limité l'espace civique, ce qui est en fait inquiétant de voir cette hausse des actions du gouvernement partout. Et là, je partage des exemples concrets. Cette année, en juin, le Nigeria a annoncé la suspension indéfinie de Twitter. Les pays tels que le Malawi, Kenya, Sénégal, Sierra Leone ont mis en place ou proposé des restrictions via des lois de la cybercriminalité ou de réglementations contraignantes. Récemment, 11 pays, incluant le Maroc, ont été accusés d'utiliser Pegasus pour conduire la surveillance illégale aux activités des journalistes et des activistes. Je m'arrête là parce que la liste est longue. Mais là, j'aimerais conclure pour vous inviter à utiliser cette plateforme qui est l'OGP, la plateforme du gouvernement ouvert, pour plaidoyer que les gouvernements soient plus transparents, plus redevables et plus participatifs. On a déjà aujourd'hui 15 pays en Afrique, dont 5 pays francophones, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Burkina Faso, la Tunisie et le Maroc. J'invite la société civile des autres pays pour se mobiliser, pour plaidoyer que les gouvernements intègrent l'OGP. Mais puisqu'on est aujourd'hui à Abidjan, j'aimerais partager que la Côte d'Ivoire lancera bientôt la co-création et la consultation sur le prochain plan d'action du gouvernement qui sera 2022-2024. Et ça sera l'opportunité pour la société civile pour un peu co-créer et pousser à intégrer des engagements sur l'espace civique, sur la bonne gouvernance digitale, dans la stratégie intégrée du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tariq, pour cette passion contagieuse malgré la distance. Et avant de revenir à mes panélistes, ne vous inquiétez pas, nous sommes à 27 minutes pour cette première question, donc nous serons dans le temps. Et nous allons consacrer les 30 minutes qui suivent à la deuxième question. Je vous ai trouvé la parole, madame. Merci beaucoup. Fatou Mahamadou de Niger, pardon, du Mali. Bon, je viens du Niger aussi. Oui, en fait, j'ai grandi au Niger, c'est ça. Dans le cerveau quelque part. Voilà. En fait, mon intervention, c'était juste pour souligner le rôle d'indépendance que la société civile doit jouer, parce qu'il y a des traits qui touchent au numérique qui ne peuvent être défendus que par les organisations de la société civile, notamment la liberté d'expression. Il y a également le droit à l'information. Et lorsqu'on laisse ces points-là au niveau des autorités, qui jouent dessus, il y a notamment la censure et beaucoup de choses qui viennent d'intervenir et qui ne peuvent être pris en compte que par les organisations de la société civile. Merci beaucoup. Merci à nos sœurs africaines du Niger et du Mali. Donc, c'est normal que vous êtes africaines, donc il n'y a aucun souci. Je vais venir de ce côté de la table et me diriger vers mon doyen, Syria. Tout à l'heure, nos panélistes et nos intervenants ont évoqué les différents rôles à travers le politique, gouvernement, secteur privé, société civile, en termes d'interface. Ils ont évoqué la complémentarité de ces acteurs, ce qu'on peut appeler leur subsidiarité active, c'est-à-dire qui fait mieux quoi et quel rôle chacun doit jouer. Nous avons également parlé de la gouvernance ouverte avec les exemples du partenariat pour une gouvernance ouverte. Mais est-ce qu'ici, il n'y a pas un maillon manquant? Syria évoquait tout à l'heure lors de son panel du renforcement des capacités. Est-ce
pour être à cette table, il n'y a pas une question de capacité qui peut se poser. Bien sûr, on a parlé de la nécessité d'être formé. Je pense que ici, il faut saluer justement, pas parce que c'est là, le rôle de la Banque africaine de développement en matière de capacitation justement des acteurs de la société civile. Je pense que c'est indispensable parce que ça leur donne de la légitimité d'une institution continentale justement soutienne ces acteurs-là qui sont parfois considérés dans leur propre pays comme des marginaux. Et ça peut aider à renforcer cette légitimité s'ils sont en capacité, comme on l'a dit, de se comporter de façon professionnelle. Parce que le manque de moyens parfois et la précarité qui s'ensuit conduit, j'allais dire, à des actions qui ne sont pas plus ce que recherchent les acteurs. En leur donnant les moyens de se former et de conduire des programmes d'envergure qui peuvent aider à changer leur société, ils augmentent leur légitimité. Et quand le gouvernement voit que les institutions continentales, les institutions venant d'ailleurs, soutiennent des acteurs que eux considèrent comme des marginaux, ça les oblige à les considérer de façon de les voir. Je pense qu'il faut féliciter ce programme-là et souhaiter que ça se tente, ça se renforce, pour justement, peut-être que ça serait un exemple suivi par d'autres acteurs. Demain, on aura discuté du cas de la RD du droit, de la CSI non européenne de l'Europe. Mais je pense qu'il faut que ces acteurs internationaux s'impliquent. On va dire encore, on parle d'indépendance numérique, on parle d'indépendance, et en même temps, on en a encore à solliciter l'aide d'ailleurs. Malheureusement, à ce stade, il faut des soutiens extérieurs qui aident les acteurs locaux à se former, à avoir cette capacité et à être mieux pour finalement se prendre en charge avec eux. Donc, je pense qu'il faut aussi dans ce programme et soulever que ça fait exemple de la société. Le moyen manquant, à mon avis, ce sont donc ces structures internationales qui, parfois, au lieu de déverser des milliards sur nos gouvernants, qui conduisent parfois des programmes dans l'opacité, pourraient, avec plus d'efficacité, par exemple, utiliser la société civile. Bien entendu, c'est à nous, c'est à la société civile de aussi tout faire autrement, tout ne pas envoyer, tout ne pas utiliser des acteurs publics. Merci. Merci beaucoup, Syria. Pendant que je me mets en route pour repasser la parole à nos panélistes, je vois que Syria a déjà abordé la deuxième question à travers deux concepts clés, la légitimité de la société civile en tant qu'acteur de ce collectif et le processus d'autonomisation par le renforcement du partenariat avec d'autres structures ou d'autres instances comme les banques multilatérales de développement. Nous allons prendre également une intervention ici et je reviens au panélistes pour votre intervention sur le visage de cette société civile dans la gouvernance d'Internet que nous allons définir ces deux notions de légitimité et d'autonomisation. Merci beaucoup. Moi, je suis Maurice Capito, je suis beaucoup. Alors, on est sûr que par rapport à la légitimité de la société civile, je crois que les États aussi développent des stratégies aujourd'hui pour faciliter la société civile. Et malheureusement, les acteurs portent dans le panneau. Or, c'est que déjà, moi personnellement, j'ai eu la chance de participer au processus des avec d'abord la phase de Genève en 2003, et j'ai vu comment au niveau international nous avons été impliqués. Et on a énoncé les principes sur la gestion au niveau international d'Internet. Et en 2005, en octobre 2005, à Tunis, les États ont pris des engagements, une trentaine d'engagements, mais aujourd'hui, effectivement, personne ne respecte ça, nos pays. Personne ne respecte cet engagement-là. On prend des lois, on fait tout paraître pays qui croient de bonne loi, mais dans la pratique, on fait tout pour l'instant la liberté. Et même en ligne, les libertés dont on devrait jouer le citoyen. Et on parle de lois aujourd'hui, effectivement, pour lutter contre un certain nombre de pratiques, mais derrière, on sait que c'est pour nous empêcher de nous exprimer. Voilà, c'est pour nous subtilité aussi. Et donc, on doit faire attention aussi à ces résultats. Il y en a qui annoncent l'ouverture
pu développer et tout. Mais derrière, par exemple, dans mon pays, on a eu l'offre d'accès à l'information, mais il existe effectivement dans la loi qu'on peut utiliser, on peut voir le négatif de cette information statistique. Merci. Merci pour ces questions importantes. Je viens maintenant vers nos panélistes. Let's start in Kenya this time. Now we are talking about the stakeholders when we are addressing governance of internet. One of the main stakeholders are civil society organizations who are there in terms of how legitimate are there and what value addition they can bring forward. Thank you. When talking about legitimacy, I think one of the big problems is always the money. Since we have African Development Bank, I guess we can really talk about this properly. Because one of the things that most civil society are being accused of is that they are being funded by foreigners. And that is always the fact that people are saying you have the right to say something because you are being funded by foreigners. And when you are funded by foreigners, people see that what you are saying is the interest of the foreigners. So let's start by Africa Development Bank. How can you ensure that when we talk as Africa, the money is from us here, and we are not accused of seeing the interest of the foreigners. But on a more serious note, I mean, the civil society, of course, needs to have a solid ground in building up issues, and need to have analyze the proper these issues properly and articulate them clearly. Especially when it comes to tech, I mean, digital rights is sometimes complicated for them, most people, and then we find that when we are talking about Facebook, for example, and then we find civil society sometimes don't understand the right issues to come up with. And what are we protesting against? But your second part of the question was, what should they bring if I'm not wrong? I think I've alluded to it a little bit, but I think the main thing is to stand up for the rights of the citizens. And this has been a big issue across Africa. We have seen it in places like Ethiopia, where bloggers, journalists are being arrested. The same happening in Nigeria and Tanzania for a while. We hope that things change. Though that is still not clear, but we hope it gets better. We have seen the same when we head to election in Kenya next year. We have a fear that a bit of that might happen. It's not yet, but civil society is speaking out. We have been seeing this might happen, speaking out. So bring a lot of people to this. Thank you very much, David. Consistency, talking with authority, credibility from civil society. But